Donc, je redis à nouveau bonsoir à tous. Merci d'être présents. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Goulet, donc, qui est enseignant-chercheur à l'école d'actuariat de l'Université de Laval, au Québec. Et alors, Vincent est aussi auteur de plusieurs packages, et donc notamment des packages liés à l'actuariat. Mais pas seulement, il a sur le CETAN, il a aussi mis en ligne, par exemple, son cours, son introduction à la tech en français, qui est d'excellente facture. Et il a aussi un canevas de thèse pour l'Université de Laval. Et récemment, il a aussi mis en ligne un package qui s'appelle ULLR Corners. Voilà. Eh bien, sans plus tarder, je te laisse la parole, Vincent, et nous te remercions pour avoir accepté l'invitation. Merci Denis, et merci de m'accueillir parmi vous. Je suis tout petit peu fébrile et de tout ça. Je suis pas, j'ai jamais encore été membre de Gutenberg, mais j'avoue m'être quand même inscrit à la liste de distribution là, récemment. Donc, je suis très content là, de pouvoir partager avec vous un peu mon expérience à titre de nouveau membre de l'équipe de CITAN. En fait, comme je l'écrivais dans le résumé de la conférence, Denis m'a interpellé très, très, très rapidement après que j'ai commencé véritablement à prendre mes fonctions là, à titre de membre de l'équipe. Puis bon, on m'a demandé de venir parler un peu de mon expérience. Vous allez voir, là, je pense que je vais consacrer davantage de temps à parler de qu'est-ce que CITAN et de comment est-ce qu'on fait la validation et l'acceptation des pactages à l'intérieur du site. J'ai l'impression que c'est peut-être plus intéressant que ma petite expérience à moi, mais je vais quand même en parler vers la fin. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Comment est-ce que j'ai fait pour rentrer dans l'équipe? Ça, c'est la partie la plus facile. Et aussi, qu'est-ce que j'en pense là, de l'expérience jusqu'à maintenant. Vous aurez évidemment compris que le titre est un peu une blague pour jouer un peu sur le fait que entre le Québec et la France, on n'utilise pas nécessairement les mêmes déterminants aux mêmes endroits, ni même la même prononciation pour les acronymes. Alors, je vois passer, par exemple, des trucs comme la Tech Live, puis personnellement, ça me fait toujours sourire un peu parce que c'est le genre de truc où je ne mettrais pas d'article. Je vais parler simplement de Tech Live, mais non pas de la Tech Live. Alors, je ne savais pas, dans la communauté française, comment est-ce que vous qualifiez le site CETAN. Alors, est-ce que c'est l'équipe de ou du de CETAN? Est-ce qu'on prononce CETAN, CETAN, CITAN? Alors, je ne savais pas trop d'où le titre. Personnellement, la manière que je l'aurais fait, en réalité, le titre auquel moi je pense, c'est intégrer l'équipe de. Puis, écoutez, je l'écrirais comme ça, intégrer l'équipe de CITAN, puis en y réfléchissant, en faisant mes diapositives, je me demandais moi-même qu'est-ce que je veux dire exactement, comment est-ce que j'ai écrit. Vous voyez que plus bas, j'ai écrit que j'étais membre de l'équipe CITAN et non pas l'équipe de CITAN. Alors, j'imagine que je suis membre de l'équipe CITAN, mais que j'ai intégré l'équipe de CITAN. Et ensuite, comment on le prononce? Ben, encore là, moi-même, je crois ne pas être tout à fait constant, en savoir est-ce que je dis CITAN ou à l'anglaise ou CETAN, un mélange de français et d'anglais. Mais chose certaine, je ne prononce jamais CETAN, tout simplement. Donc, en général, je vais utiliser la prononciation anglaise, au moins pour les lettres T-A-N. Denis a déjà fait une bonne introduction là, de qui je suis en me présentant, donc effectivement comme professeur de sciences actuarielles à l'école d'actuariat. Et là, ici, là-dessus, Denis, je vais te corriger, c'est bel et bien l'Université Laval et non pas l'Université de Laval.
c'est important dans la mesure où il y a une ville au Québec qui s'appelle Laval. La troisième plus grande ville du Québec, c'est Laval. Et l'Université Laval est bel et bien à Québec, la ville de Québec, et non pas dans la ville de Laval. L'université est nommée en l'honneur de Monseigneur de Laval. Donc, l'Université Laval est la plus vieille université francophone en Amérique, quand même. Effectivement, mes lettres de créance du côté de l'ATEC, j'ai commencé à utiliser l'ATEC en 1995. J'avais écrit mon mémoire de maîtrise avec Word à l'époque, et puis ensuite j'ai eu besoin à un moment donné de faire des lettres avec des doubles indices, et j'ai réalisé que c'était pas possible dans Word, dans l'éditeur d'équations de Word, de faire des doubles indices, du moins à l'époque. Je ne sais pas si c'est supporté maintenant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser LaTeX. J'ai été pendant très longtemps un simple utilisateur. En 2012, on m'a interpellé ici à mon université pour retravailler la classe pour les mémoires et thèses de l'université. Et c'est là que je peux vraiment dire que j'ai fait mon tout premier pactage et à distribuer des choses de manière publique sur CETAN. J'ai effectivement quelques autres petits pactages. Le ULLR Corners dont Denis a fait mention. UL d'ailleurs qui n'a aucun lien avec l'Université Laval. C'est vraiment Upper Left, Lower Right, ULLR. C'est vraiment un minuscule petit pactage. Mais également récemment, donc il y a 2 ans, j'ai créé une classe pour un journal, le journal de la Société statistique du Canada. Et donc là, je m'en viens pas si mal quand même pour construire des pactages, ainsi que des classes. Alors, je vais donc, tel que proposé dans le titre, vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait à CETAN et comment est-ce qu'on le fait. Je devrais pouvoir vous faire une démo live en espérant que tout fonctionne correctement. Et donc, également, comme je l'ai déjà mentionné, vous parler un petit peu de mon expérience. J'utilise ce système-là qui ne fonctionne pas aussi bien que je l'aurais souhaité, là, puisqu'il vous manque une partie de l'image. Mais donc, j'utilise un tableau lumineux à l'Université Laval qui rend, je trouve, les présentations un petit peu plus sympathiques, un petit peu plus dynamiques que de regarder des diapositives avec juste une personne en vignette. Malheureusement, bon, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Alors, allons-y sans plus tarder. Alors, évidemment, CETAN, ça signifie, c'est un acronyme, donc de Comprehensive Tech Archive Network. Alors, c'est le dépôt unique de ressources liées à tech et à la tech. Je crois que ici, là, j'apprends probablement rien à personne. J'ai mis des guillemets à unique pour 2 raisons principales. La première, c'est que à l'intérieur même du nom, ça dit que ça ne devrait pas être un dépôt unique dans la mesure où c'est supposé être un réseau de sites. On verra dans un instant que c'est plus tout à fait le cas. Et l'autre raison des guillemets, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui empêche qui que ce soit de déposer des ressources liées à tech ou à la tech ailleurs que sur CETAN. Mais dans la mesure où on est dans un monde où il n'y a pas véritablement rien d'intégré à l'intérieur des distributions LaTeX pour installer des pactages qui proviendraient d'ailleurs que de CETAN. Puis là, je m'avance peut-être un petit peu trop. Là. Moi, je suis un utilisateur de TechLive. À ma connaissance, il n'y a pas de façon véritablement d'installer d'ailleurs des pactages qui proviendraient d'ailleurs. C'est peut-être le cas avec Mictech, c'est peut-être le cas avec des distributions Linux, par exemple, qui pourraient, via la distribution Linux, proposer d'autres pactages. Mais pour les fins de notre discussion, on pourrait dire que votre pactage, il existe s'il est sur CETAN, essentiellement. CETAN, c'est également donc la source pour les distributions là, comme TechLive et Mictech. Donc, les pactages arrivent d'abord sur CETAN et ensuite les distributions se nourrissent depuis ce site-là. Donc, dans le nom, on parle d'un réseau. Effectivement, à l'origine, c'était véritablement un réseau de sites. Il y avait 3 nœuds principaux.
un aux États-Unis, un au Royaume-Uni et un en Allemagne. Ces sites-là ont été mis en ligne en 1993 et c'est pas inutile de mentionner que c'est parce qu'il y en a d'autres aujourd'hui, des sites comme ça dont le nom est C quelque chose AN, mais CETAN a été le premier. Après, il y a eu celui de Perl, donc qui est CEPAN, et l'autre avec lequel je suis plus familier, puis ça, je ne l'ai pas mentionné en introduction, là, mais moi, je suis également un programmeur et un contributeur du système R, et donc CRAN ou CRAN, qui est l'analogue de CETAN pour tout ce qui est relatif au système R, ben, utilise exactement la même logique. Je vais en reparler un petit peu vers la fin de ma présentation parce que je vais tracer parfois certains parallèles entre le fonctionnement du site CRAN. Je préfère dire CRAN, même si peut-être que je crois que les gens disent CRAN, mais j'ai l'habitude plutôt de dire CRAN. Donc, je tracerai quelques parallèles entre CRAN et CETAN. Aujourd'hui, il ne subsiste que le nœud allemand de CETAN, donc celui des États-Unis a fermé en 2011, le site anglais a fermé en 2015. Si vous allez sur le site de CETAN dans la sous-section CETAN, donc cetan.org/CETAN, vous allez voir qu'il y a un petit historique là, justement de tout ça. J'ai pris les informations à cet endroit-là. Là. Je ne connais vraiment pas, je ne suis vraiment pas la bonne personne pour raconter un historique de CETAN. Donc, vous pouvez en avoir un petit peu plus long à cet endroit ou, semble-t-il, sur une page Wikipédia. Mais bon, je crois qu'il allait de soi de faire une petite introduction sur ce dont nous allons parler. La structure de CETAN, en fait, la vue technique, ce n'est pas quelque chose de particulièrement simple. Donc, je vous le montre ici. Ce que je veux vous retenir essentiellement a priori, c'est de dire « Oh là 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 là, ça ne semble pas très simple ». Il y en a peut-être un certain nombre parmi vous qui seraient intéressés à voir un petit peu plus les détails. Alors, je vous ai préparé une diapositive en gros plan. Ce dont je vais vous parler, moi, donc je fais partie de l'équipe de ce qu'on appelle les Upload Managers et non pas les Upload Managers. Donc, on se trouve à peu près au centre, là, grosso modo, de la diapositive. Donc, un petit peu plus sur la gauche et un petit peu plus au-dessus du centre. Là. C'est là que vous voyez une équipe de personnes qui sont les Upload Managers. Et qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur du système? Le reste de tout ce que là, vous voyez sur la diapositive, là, bien franchement, je comprends, là, moi, mon rôle en tant que gestionnaire de contribution. Je comprends les flèches là, qui sont là, mais la plupart des autres flèches, là, je ne peux pas véritablement vous donner les détails là-dessus de comment est-ce que tout fonctionne. Quoi qu'il y en a qu'on peut comprendre, là, à la droite complètement de la diapositive, vous voyez que essentiellement, on illustre que les distributions TechLive et Mekitech se nourrissent depuis l'archive de CETAN et ce genre de choses-là. Mais comme je vous le disais, je ne suis aucunement l'expert de ce genre de choses. Alors, si je reviens parmi vous, je ne vous ai jamais quitté, hein, j'étais simplement en arrière de la diapo. Alors, l'équipe de CETAN, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est vraiment très, très, très peu de personnes et que, à part moi, toutes ces personnes sont basées, je vais utiliser l'expression outre-Rhin, là, en supposant que la plupart d'entre vous est en France. C'est une expression qui n'a pas véritablement de signification pour moi. Mais donc, la plupart sont situés, après tous, sauf moi, sont situés en Allemagne. Donc, Gerd Neugebauer est le webmestre de CETAN. C'est lui qui fait la programmation du site. C'est pas quelqu'un qui intervient au quotidien tellement dans nos discussions. C'est peut-être un nom que vous avez jamais vu. Je ne crois pas que c'est un nom qu'on voit passer très, très, très fréquemment, mais évidemment qu'il joue un rôle extrêmement important. C'est lui qui s'assure que le site fonctionne et qu'il reste sur pied. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le site, c'est vers lui que nous devons nous tourner. Autrement, parmi les noms que vous avez plus certainement vu passer si vous avez déjà fait des contributions à CETAN, il y a évidemment le nom de Petra.
Donc, Petra, qui est également là depuis plusieurs années, tout comme Gerd, et qui est extrêmement active à titre de gestionnaire de contributions, donc de Upload Manager. Petra, que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'été dernier lors d'un voyage à Berlin. Donc, Petra, qui est une personne retraitée, qui visiblement a du temps et aime se consacrer à ce projet-là. Donc, c'est un peu la machine là, de l'équipe là, pour ce qui est de gérer les téléversements dans le site. Manfred Lotz et Eric Brown sont également deux gestionnaires de contributions, mais ce sont également les administrateurs des ordinateurs. Okay? Ce sont les sysadmins, si vous me permettez l'expression, du système derrière Crâne. Donc, Gerd s'occupe vraiment de l'aspect site web, si on veut, alors que Manfred et Eric sont les administrateurs système des ordinateurs qui sont derrière tout ça. Et moi, qui me suis joint à l'équipe officiellement en 2024, mais je préfère dire 2025 parce que c'est véritablement cette année, seulement au mois de mai environ, que j'ai commencé à faire, mai-juin, que j'ai commencé à faire à m'impliquer réellement dans l'équipe. Donc, moi, je ne m'occupe jusqu'à maintenant que de la gestion des téléversements. Donc, vous remarquerez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est quand même un gros site avec beaucoup de trafic. C'est un site qui joue un rôle vraiment extrêmement important dans la communauté LaTeX, mais ça repose sur vraiment très, très, très peu de personnes. Alors, je crois qu'un petit strip XKCD est de mise ici pour dire qu'on a une grosse infrastructure, mais ça repose sur vraiment très, très peu de gens. Et en particulier, quand on pense à Gerd qui s'occupe, vraiment qui est le webmaster du système, puis je crois qu'il y a beaucoup de systèmes liés à Cetan dont il est le seul à connaître les menus détails. Alors, il y a quand même un enjeu là, de sécurité, si on veut, de ce côté-là. Mais donc, il y a deux manières de voir le truc. Hein. C'est soit, ouh là là là, on a un enjeu, ou, mon Dieu, c'est formidable que quelqu'un occupe toujours ce rôle-là. Alors, à l'époque où on avait 3 nœuds différents, ben, c'était peut-être un petit peu mieux partagé, la charge de travail. Mais aujourd'hui, force est de constater là, que toute cette infrastructure repose sur vraiment très, très peu de personnes. Alors voilà, ça c'était ma petite introduction là, à ce qu'est Cetan, comment est-ce que tout ça fonctionne. Comme je vous l'ai expliqué, moi, mon rôle est surtout de faire de la gestion des téléversements, donc des contributions. Quand une personne ou si vous proposez un pactage à Cetan, ben là, il y a une équipe dont je fais partie qui s'occupe de valider les pactages et de les mettre en ligne. Alors, je pense que ce qui peut être intéressant là, pour vous, c'est de voir un petit peu derrière la scène comment est-ce que ça se fait tout ça. Puis comme je vous le disais, je pourrais vous faire une petite démonstration, puis une démonstration tout à fait réelle. Là, il y a une soumission qui a été faite hier soir et je l'ai gardée de côté pour le faire avec vous. Ben, en réalité, j'ai vérifié que tout était correct là, avant pour pas rejeter une proposition, évidemment, devant tout le monde. Alors, le processus, en un coup d'œil, à quoi ça ressemble? Ben, puis là, tout ce que je vous démontre, tout ce que je vous explique ici, là, on va le voir un petit peu plus en détail dans quelques minutes, lorsqu'on fera la démo. Ben, premièrement, ça commence. Nous sommes tous abonnés à une liste de distribution interne là, pour les membres de Cetan, de l'équipe. Et ce qui initie, si on veut, le processus de validation d'un nouveau pactage, c'est qu'on reçoit un courriel qui contient essentiellement les informations que les gens mettent à l'intérieur du formulaire. Lorsqu'on fait un téléversement dans Cetan, on doit remplir un formulaire. Donc, on reçoit le contenu du formulaire et ainsi que les résultats d'une certaine validation automatique qui est faite par les systèmes internes.
Et donc ça, c'est un petit peu, c'est comme ça qu'on sait essentiellement qu'il y a une nouvelle contribution qui arrive, c'est qu'on reçoit un courriel. Les contributions elles-mêmes ne sont pas envoyées par courriel, elles arrivent dans le serveur de Cetan, dans un répertoire donc, qui s'appelle Incoming. Et ensuite, pour ce qui est de la prise en charge des contributions ou des téléversements, on fonctionne vraiment sur un système de premier arrivé, premier servi. Là, on y va, puis chacun y va de son mieux. Ce qui est intéressant de savoir là-dessus, c'est que ça fonctionne vraiment, vraiment sur une base extrêmement volontaire. Chacun y met le temps qu'il peut, aux heures qui lui conviennent, selon son horaire et tout ça. Puis, remarquablement, ça fonctionne comme ça. Je disais dans mon résumé que Eric Brown semblait très content de voir que j'étais sur un autre fuseau horaire que les autres membres de l'équipe. Donc, moi, je suis plus 6, là, ou moins 6, pardon, par rapport à vous. Donc, ça semblait être intéressant pour pouvoir, bien évidemment, gérer les pactages qui arrivent à une autre heure. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il semble y arriver beaucoup plus de contributions du côté de l'Europe que du côté de l'Amérique du Nord. Et donc, moi, je croyais pouvoir faire ça le matin. C'était quelque chose que je voyais mettre dans mon horaire un peu le matin avant de véritablement me lancer dans mon travail. Puis finalement, les autres en Allemagne sont passés avant moi, là. Donc, là où j'ai peut-être une valeur ajoutée un petit peu plus grande en étant sur un fuseau horaire différent, c'est en m'occupant des contributions qui rentrent tard le soir pour moi, donc qui rentrent pendant la nuit en Europe continentale. Mais donc, c'est vraiment autrement sur une base de premier arrivé, premier servi. Ou alors, il y a certains types de contributions un petit peu plus compliqués qui, pour ma part, je laisse aux personnes plus expérimentées. Ensuite, oui, juste peut-être un petit aparté, juste pour vous dire, là, si jamais il y a des messages dans le chat, là, je ne pourrais pas véritablement les voir. La fenêtre est très, très loin là, pour moi. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit là. Bien, alors une fois qu'on prend en charge une soumission, un téléversement, pactage, appelez-le comme vous voudrez, là. Alors, comment est-ce que ça se passe? Bien, la première chose, c'est de prendre le pactage qui est dans le répertoire, donc incoming, et de le mettre dans une zone dans laquelle on va pouvoir faire notre analyse, nos validations. Et cette zone-là a été très bien nommée par mes prédécesseurs sous le nom des limbes, donc sous le nom de limbo. Donc, c'est dans ce répertoire-là que l'on travaille. C'est notre répertoire de travail, si on veut. Donc, on prend le pactage qui est là, on le copie dans Limbo, on le décompresse à cet endroit et c'est là où on peut ensuite se lancer dans les validations du pactage. Donc, regarder véritablement le contenu du pactage. On fait cet exercice-là. Je vous expliquerai dans quelques minutes c'est quoi les genres de validation que l'on fait. Si tout est beau, on peut installer le pactage dans l'archive de Cetan, donc ce qu'on appelle Tech Archive. Ça, c'est que là, à partir du moment où on a installé le pactage, il est disponible dans le site de Cetan, mais la page web, par contre, ne le sait pas que le truc est là. Donc, de deux choses l'une, si c'est une mise à jour, vous pourriez avoir le site qui annonce une version de pactage et que la version qui est installée serait différente. Ou si c'est un nouveau pactage, bien là, le pactage est installé et serait disponible pour téléchargement, mais la page web ne l'afficherait pas. Alors, il y a une étape additionnelle, c'est de mettre à jour ce qu'on appelle le catalogue, donc qui est essentiellement ce que la page web va afficher. Donc, c'est là où ensuite, on va aller modifier l'entrée du catalogue. Les 3 premières étapes, j'ai mis un petit icône de serveur devant, c'est pour dire que ça se fait véritablement sur les serveurs de Cetan, ce travail-là, en connexion sécurisée via SSH. Pour les étapes qui s'en viennent, là, on tombe sur notre poste de travail personnel et on peut faire ces manipulations-là depuis notre ordinateur personnel. Alors là, une première chose, c'est qu'on a chacun, on a une copie du catalogue qui était sous contrôle de version, en fait, avec Subversion. Donc, on peut modifier le catalogue depuis notre poste de travail. Et là, à partir du moment où le catalogue a été modifié, bien là, tout est synchronisé et
le pactage devient disponible. Ce qu'il nous reste à faire, c'est envoyer un accusé de réception à l'auteur, à la personne qui a téléversé la contribution, donc un courriel. Et en général, sauf si le contributeur a demandé de ne pas annoncer la contribution, en général, on envoie une annonce ensuite à la liste de distribution qui est dédiée à l'annonce de nouvelles contributions. On le fait 24 heures après que la contribution ait été mise en ligne pour laisser le temps au miroir de CETAN de se synchroniser avec le site principal. Parce que ça, c'est un élément là, dont j'ai omis un peu de parler. Là où on peut encore penser que CETAN n'est pas un site unique, c'est dans la mesure où, oui, il y a un nœud central qui est le site, donc le nœud allemand, mais il y a toute, évidemment, une série de sites miroirs qui sont répartis un petit peu partout dans le monde. Et la synchronisation de ces sites-là se fait à des fréquences un petit peu diverses. Il y en a qui se synchronisent genre aux heures ou peut-être même un petit peu plus fréquemment. D'autres se synchronisent simplement une fois par jour. Alors, c'est pour ça qu'on attend toujours 24 heures avant d'annoncer officiellement qu'un pactage est disponible. Alors, qu'est-ce que nous validons? Dans l'étape où je disais on va valider le pactage, qu'est-ce que l'on regarde? Puis en fait, je dis c'est les principales causes d'erreur. Bien évidemment, les erreurs elles vont émaner de ce que nous validons. Hein. Donc, ça permet ici de dire ce que l'on valide. Également, quelles sont les principales causes d'erreur. Alors, une des choses que l'on vérifie, bon, on demande que l'archive qui est téléversée sur CETAN débute par un répertoire à la racine du nom du pactage. La raison, vous allez voir tout à l'heure, c'est simplement que lorsque l'on extrait le contenu de l'archive, dans notre répertoire Limbo, on ne veut pas se retrouver avec tous les fichiers mélangés qui proviendraient de plein de pactages différents. On veut que tout se décompresse directement dans un répertoire dédié. Donc ça, essentiellement, ça n'a aucune incidence technique réelle. C'est simplement pour faciliter le travail des gestionnaires de téléversement. Donc, c'est une des premières vérifications qu'on fait, si le répertoire est là. Mais même s'il n'est pas là, on continue quand même à faire le travail. Ensuite, une des choses que l'on vérifie, c'est qu'on demande premièrement qu'une contribution contienne un fichier README et que ce fichier README-là contienne au minimum certaines informations. Donc, au minimum, on demande la description, une petite description du pactage, le nom de l'auteur ou des auteurs et la licence. On demande que ces informations-là soient explicitement spécifiées dans le fichier README. Donc, ça, c'est une erreur fréquente que soit il n'y a pas de fichier README ou alors qu'il y a des informations qui soient manquantes à l'intérieur de ce fichier-là. Et ça, ici, lorsque je parle d'erreurs, quand il y a des erreurs sur les pactages, c'est beaucoup plus souvent sur des nouveaux pactages que sur des mises à jour de pactage. Parce que habituellement, plus souvent qu'autrement, lorsque les gens ont fait une contribution qui était correcte, on tend à ce que ça demeure bien fait lors des mises à jour. Donc, présence du fichier README. On vérifie que la documentation se trouve à l'intérieur de l'archive. Ça, c'est quelque chose qu'on exige, que la documentation, premièrement, qu'il y ait de la documentation qui soit prévue, mais également qu'elle figure à l'intérieur de l'archive déjà en format PDF. Ça, c'est une exigence donc de CETAN et des distributions également de disposer déjà de la documentation précompilée, autrement dit. Nous vérifions également que la contribution a un numéro de version sous une forme ou une autre. Il n'y a pas d'exigence particulière sur le numéro de version, mais on exige qu'il y ait un numéro de version quelconque, si ce n'est que la date. En général, les gens vont utiliser un numéro de version ainsi qu'une date de publication. Nous aimons beaucoup quand les deux informations sont présentes. Si vous ouvrez de la documentation de pactage, en tant qu'utilisateur,
vous saurez que c'est quelque chose qui est rassurant hein, quand même de non pas avoir uniquement un numéro de version, mais de la dernière mise à jour du pactage. Parfois, ça ajoute une information quand même qui est utile. Donc, si un pactage est à la version 12.67, mais que la dernière mise à jour date de 2001, parfois, il peut quand même y avoir, on peut se demander, est-ce qu'il y a quelque chose de louche de ce côté-là? Pas nécessairement, mais parfois, c'est le cas. Et ensuite, et surtout, on s'assure de l'uniformité des informations. Et ça, c'est une des erreurs les plus fréquentes également dans les mises à jour, c'est de voir que les informations ne sont pas les mêmes partout. Ça, c'est souvent parce que la modification des informations est faite à la main. Et puis là, on se retrouve avec un numéro de version dans le fichier STY ou le fichier CLS, mais un autre numéro de version dans le fichier README. Donc ça, c'est la plus grande source d'erreur qu'on va retrouver. En général, on ne s'empêche pas de publier une contribution si la seule erreur, c'est un manque d'uniformité dans les informations. On le publie quand même et on informe l'auteur. Hey, pour la prochaine fois, essaie d'arranger ces trucs-là, donc de corriger cette petite erreur. C'est bon pour ça? Alors. Parfait. Ça, c'est le genre de choses que l'on fait, donc de validation. Également, peut-être intéressant de voir ce que l'on ne fait pas. Puis ça, pour moi, en tant que nouveau membre de l'équipe, ça a été un apprentissage de voir, OK, ça, c'est les éléments dont on ne se charge pas. La première chose, puis ça, c'est l'élément qui pourrait faire débat à la limite, c'est juger de la qualité ou de l'utilité d'une contribution. Et puis là, on pourrait avoir des longues discussions là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que l'on devrait faire? Donc, juger de la qualité ou de l'utilité d'une contribution, parce que, soyons bien francs, là, il y a des pactages qu'on voit passer, puis on se dit, est-ce que ça va servir à quelqu'un d'autre qu'à son auteur? Puis, depuis longtemps, la posture qui a été celle de Citane est de se dire, on ne porte pas de jugement sur ce genre de choses-là et on accepte tout, si vous me permettez l'expression. Bon, en réalité, là, il y a des rares exceptions là, où on se permet un petit peu de juger de la qualité ou de l'utilité. Moi, c'est des choses que j'ai faites, là, surtout peut-être en tant que nouveau membre zélé, là, au départ, d'intervenir beaucoup sur la qualité et de donner des conseils à des contributeurs de comment améliorer la qualité d'un pactage. Pour l'utilité, même chose, il y a des fois où on rejette des contributions là, parce que véritablement, on voit que ce n'est pas de qualité ou que ce n'est pas sérieux, que ce n'est pas bien fait. Si vous suivez la liste de distribution de TechLive, vous avez peut-être été témoin d'un cas là, dans le courant du mois de juin ou juillet, plus tard, un petit peu cet été, où on a eu un cas qui a un petit peu passé entre les cracks. Là. La personne avait soumis une première version du pactage, il manquait la documentation, la personne a renvoyé avec la documentation qu'on lui avait demandé, on l'a accepté, on l'a publié. Il y a quelques drapeaux qui se sont levés, des personnes qui sont intervenues puis on dit hey, c'est quoi ça? On a regardé un petit peu plus en détail, puis on a retiré cette contribution-là parce que c'était clairement quelqu'un qui générait des pactages à l'aide de l'intelligence artificielle et qui le faisait, qui semblait repartir à chaque fois de zéro. Donc, lorsqu'il corrigeait une chose qu'on lui avait demandé, il introduisait des nouvelles erreurs. Puis, à un moment donné, on s'est bien rendu compte en regardant ça comme il faut que c'était quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de faire et qui publiait des trucs complètement inutiles. Et on a retiré cette contribution-là. Mais, règle générale, on n'intervient pas sur ce côté-là. Comme je disais, ça pourrait être controversé, mais sachez qu'il faut penser que c'est une pente extrêmement glissante si on se lance là-dedans. Hein, de commencer à juger de qu'est-ce qui est bon, de qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est peut-être la posture la plus simple de se dire, ben, regardez, le monde, les utilisateurs décideront si c'est quelque chose de bon ou pas. Une autre chose qu'on ne fait pas, c'est compiler la documentation. Donc, si la documentation ne se trouve pas déjà dans le pactage en format PDF, ce n'est pas nous qui sommes responsables de la compiler et de créer le PDF. Donc, dès que la documentation en PDF est manquante, on rejette directement la contribution pour demander à l'auteur de produire la documentation.
On ne modifie jamais un fichier. Tout à l'heure, je disais parfois, ce qui manque, c'est un manque d'uniformité dans les informations. Ça pourrait paraître simple parfois de juste aller modifier dans le fichier README le numéro de version. Nous ne faisons jamais ça. Jamais, jamais nous ne modifions un fichier. Donc, oui, on pourrait vous demander de reprendre votre contribution, ne serait-ce que pour changer un chiffre dans le fichier README, donc une décimale du numéro de version. Encore là, c'est quelque chose que mes prédécesseurs ou mes collègues plus anciens ont décidé de faire, de ne jamais modifier les fichiers pour éviter toutes sortes d'erreurs. Alors, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. L'autre chose, c'est que nous ne sommes pas un service multiplateforme. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu passer des demandes de gens pour qui leur documentation compile sur leur poste de travail, disons sur Windows. Et pour une raison quelconque, on s'est rendu compte que la documentation ne compile pas sur Linux. Et puis ils disent, est-ce que vous pourriez le faire pour moi? Donc, vérifier que ce qui fonctionne sur mon poste de travail fonctionne ailleurs. C'est quelque chose que l'on ne fait pas. Ce n'est pas notre rôle de faire ça. C'est aux auteurs de trouver une façon de s'assurer que leur contribution compile sur toutes les plateformes ou fonctionne sur toutes les plateformes. Donc, je veux quand même en arriver assez vite à une démo. Ce ne sera pas extrêmement long, mais quand même, je pense que c'est un élément qui est intéressant. Je veux juste mentionner quelques petits irritants que je trouve que ce sont mon opinion. Okay? Puis, comme j'ai écrit là, ici, la liste que je vais vous présenter de mes irritants, ce n'est pas nécessairement les irritants de mes collègues. On n'a pas tous la même vision parfaitement sur qu'est-ce qui est irritant et qu'est-ce qui ne l'est pas. De la part des contributeurs, donc les contributions que l'on reçoit, les irritants que je peux voir, c'est une conséquence de la posture que j'ai mentionnée précédemment, qu'on ne juge pas de la qualité ou de l'utilité des contributions. C'est parfois de voir passer des contributions. On se dit, ouais, c'est quoi la véritable valeur ajoutée de cette contribution-là? Mais bon, parfois, ça peut être un petit peu frustrant ou irritant. Mais ça me dérangeait un petit peu plus au début. Plus ça va, moins ça me dérange, dans le sens que j'ai accepté le fait. C'est probablement une forme de zénitude d'accepter ce genre de choses-là, qu'il y a des contributions qui ne sont pas de très, très grande qualité ou très, très utiles. Évidemment, pour quelqu'un qui doit gérer des contributions pour lesquelles on demande de suivre un certain nombre de directives, c'est toujours irritant quand on constate, et ça c'est surtout pour les nouveaux pactages, que les auteurs n'ont clairement pas lu la documentation et que les trucs arrivent dans un format un petit peu n'importe comment. Là, dire, c'est comme ça que je pense qu'on devrait proposer un pactage, donc je vous l'envoie comme ça, et qu'on se rend compte que les gens n'ont vraiment pas lu la documentation. Ça, c'est toujours évidemment la chose la plus irritante et où on ne manque pas de renvoyer les gens à leur devoir là-dessus. Autrement, ce que j'ai vu également... Oui, pardon? Juste pour expliquer, l'acronyme RTFM, c'est pour... Il y a la version polie et la version moins polie. C'est un acronyme en anglais. OK, donc, ouais, je viens de le catcher. C'est bon. On va dire la version polie, donc Read the Fine Manual. Puis il y a une version moins polie pour la signification du F. C'est bon? C'est bon, merci. Oui, OK. C'est ça. Les autres petits irritants, mise à jour très, très fréquente. Donc, il n'y a absolument aucune règle établie à s'étendre sur la fréquence à laquelle vous pouvez faire des mises à jour de votre pactage. Et on voit parfois des pactages qui sont mis à jour quasiment de manière quotidienne pendant plusieurs jours de suite. Là. Ça, moi, je trouve ça un petit peu irritant dans le sens, est-ce que c'est vraiment, vraiment nécessaire de faire des mises à jour? Puis là, on regarde les notes de mise à jour, puis qu'on a essentiellement changé une lettre dans le pactage, là, et puis que ça revient plusieurs fois de suite. Ça, c'est un petit peu irritant. Je peux tout à fait comprendre, been there, done that, là, le fait que c'est lorsqu'on envoie une modification, une nouvelle mise à jour, qu'on se rend compte qu'on a oublié de faire une autre petite correction ou qu'on a introduit une erreur, puis on doit revenir tout de suite le lendemain avec une autre mise à jour. Mais quand ça revient plusieurs jours de suite, parfois, je trouve ça un petit peu irritant.
Et puis c'est un peu lié à les mises à jour très fréquentes. Il y a ce que je vois là, qui sont des mises à jour automatisées faites notamment par le biais de CI/CD là, sur GitHub, par exemple. Donc, qu'on voit que ben, à partir du moment où quelqu'un a fait un commit dans son dépôt GitHub, ça génère une mise à jour à Cétane. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement irritant parce que c'est automatisé du côté de l'auteur du pactage, mais c'est manuel de notre côté. Donc, ça ne coûte rien, d'une certaine façon, à l'auteur d'envoyer une mise à jour, mais nous, ça nous coûte quand même du temps. Ce n'est pas si fréquent, mais ça arrive de temps à autre qu'on voit que des mises à jour sont faites de manière automatisée et c'est quelque chose d'un petit peu fâchant. Du côté de Cétane, donc du site lui-même, tu sais, j'ai comme mes irritants dans la mesure où je me dis, ouais, il y a des trucs qui sont, c'est un peu dommage comment est-ce que c'est fait. Et là, c'est là où je fais des parallèles avec le site de Crâne du monde R. C'est que dans R, il y a un système qui est fait pour construire des pactages dans R et qui permet donc de téléverser des pactages qui ont déjà été construits de manière standardisée. Or, ça n'existe pas dans l'écosystème de tech. Donc, de mécanismes de construction de pactage et de validation qui est standard. Donc, du côté des auteurs et pour lesquels on pourrait exiger des auteurs d'utiliser ce système-là. Oui, il existe des outils de validation que vous pouvez utiliser, mais il n'y a pas de système standard qui dit que tout le monde doit passer par ce système-là pour créer des pactages. On y vient tranquillement là, avec différents systèmes, mais il n'y a rien d'encore véritablement standard de ce côté-là. Et il n'y a pas de garde-fou avant le téléversement. Donc, il n'y a pas de manière de vérifier avant même que le pactage soit soumis s'il est valide. Ça, il y aurait peut-être certains éléments de validation qu'on pourrait faire. Du côté dans le monde de R, c'est quelque chose qui est fait. On peut vérifier avant même de le téléverser si notre pactage est valide. Mais également, dans le monde de R, on doit cocher au moins une case disant qu'on a lu la documentation avant de proposer notre contribution. Et ça, il n'y a rien de ce côté-là dans Cétane. Et je pense que c'est quelque chose qui serait bien pour un peu plus forcer les gens à faire leur devoir avant de faire leur contribution. Autrement dit, le système est extrêmement ouvert actuellement et parfois, je trouve qu'il l'est peut-être un petit peu trop. Ça, il y a des éléments où on pourrait faire des améliorations de mon point de vue. Ça viendra peut-être. Le temps file. Donc, les outils qu'on utilise, les gestionnaires de contribution, on travaille essentiellement avec une ligne de commande Unix. On se connecte via SSH aux serveurs qui sont des serveurs Linux, les serveurs de Cétane. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le catalogue du site est sous contrôle de version avec Subversion. Pour utiliser certains des outils sur mon poste de travail personnel, j'ai dû installer un certain nombre de modules Perl. Ce n'est pas une chose avec laquelle j'étais très, très familier, mais ça n'a pas été particulièrement compliqué à faire. Et vous allez le voir, moi, j'ai automatisé pour l'envoi des courriels, ces genres de trucs-là, j'ai automatisé un certain nombre de choses. Et comme je travaille sur un Mac, j'ai utilisé AppleScript pour automatiser la création des courriels principalement. Donc, ça, c'est vraiment pour mes outils personnels là, que j'utilise AppleScript. Alors, si vous voulez, on va faire une petite démo. Finalement, on va y arriver. Là, j'ai installé devant moi, j'ai donc un clavier et on va faire un petit exemple. Alors, là, je vais juste vérifier que vous arrivez à lire à peu près correctement. Donc, on monte pour voir toute la fenêtre. Est-ce que vous arrivez à peu près à lire ce qui se trouve à la ligne de commande? Alors, j'interviens, Vincent. Je signale à tout le monde que vous pouvez mettre la vidéo en plein écran. Donc, en haut à droite de l'image, vous avez 4 flèches en forme dans un carré, là, et vous cliquez dessus pour avoir en plein écran.
ce sera peut-être plus lisible. Et du coup, moi, effectivement, là, je vois tout à fait ce qui figure dans ton terminal, Vincent. Tu vois bien, oui, c'est bon? Oui, oui. OK. J'espère que c'est le cas pour les Alors, autres aussi. oh là là, je m'étais gardé une fenêtre avec le courriel. Bon, excusez-moi 2 petites secondes, je m'étais gardé une fenêtre. Elle est fermée. La revoici. Donc, comme je vous disais, le processus débute lorsque l'on reçoit un courriel, un mail si vous préférez, qui nous informe qu'il y a une nouvelle mise à jour qui a été faite, donc une nouvelle contribution. J'ai décidé de garder la contribution qui s'appelle Miss Math, qui provient d'Antoine Missier. Je me dis, tiens, tant qu'à en garder une au hasard, je vais prendre quelqu'un de la communauté française. Je ne sais pas si Antoine est en ligne ou si c'est un membre régulier là, de Gutenberg, mais bon. Alors, je ne l'ai pas informé, mais j'ai gardé sa contribution. Alors, comme vous voyez, c'est comme ça qu'on reçoit l'information. Ici, vous avez essentiellement les informations du formulaire. Et ici, il n'y a rien en dessous de note. C'est simplement que la validation automatique qui a été faite, il n'y avait rien à préciser. Donc, tout était beau de ce côté-là. Donc, une fois qu'on reçoit le courriel, je peux peut-être juste me redéconnecter. Je suis ici sur mon poste de travail. Je me connecte via SSH sur le serveur de Cetan et je suis tout de suite dans le répertoire Limbo. Alors, si je fais afficher la liste des fichiers qui se trouvent dans le répertoire Incoming, et puis là, on a des variables pour les noms de répertoire. Là. Donc, $i, c'est un raccourci pour le nom du répertoire Incoming. Si je fais la liste, vous voyez que le répertoire se trouve, pas le répertoire, mais la contribution se trouve à l'intérieur du répertoire Incoming. Je me trouve dans le répertoire Limbo. Je vais le copier ici. Et là, on a une commande qui s'appelle E2L, donc Incoming to Limbo. Et je copie le nom du répertoire. Il se passe un paquet de trucs, mais essentiellement, il faut savoir que le contenu de l'archive a été copié dans Limbo et la date qui était au début là, a été retirée du nom de l'archive. Alors, si je fais la liste des contributions qui se trouvent à l'intérieur de Limbo actuellement, vous verrez qu'il y a le fichier missmat.zip. Les autres qui se trouvent là, ce sont des dossiers ou des répertoires que nous laissons là tant et aussi longtemps que l'annonce officielle de la contribution n'a pas été faite, simplement pour nous rappeler de le faire, essentiellement. Donc, la première chose que l'on fait, c'est juste de vérifier si le fichier .zip contient un répertoire racine. Donc, avec zip-info, je peux vérifier que oui, le répertoire racine est bel et bien présent à l'intérieur de l'archive. Donc, je peux la décompresser sans souci, sachant que je vais maintenant avoir un répertoire dédié à la contribution qui existe dans Limbo. Si je vais à l'intérieur du répertoire, ben là, je pourrais regarder la liste des fichiers. Je vois qu'il y a un fichier README. Je pourrais y jeter un coup d'œil. Ça, c'est une mise à jour d'un pactage. Donc, je peux souvent présumer que tout est correct. Donc, on jette un petit coup d'œil. Oui, OK, les informations sont là. On a le nom de l'auteur, la licence. C'est bon. Une des premières choses que l'on peut faire, c'est vérifier la conformité du pactage avec un outil qui s'appelle PKG Check. C'est un outil qui est disponible dans Cetan, que vous pouvez utiliser pour vos propres besoins. Donc ici, je vais vérifier le pactage qui se trouve dans le répertoire courant et faire afficher un petit peu plus d'informations. Vous voyez ici, la vérification ne retourne rien de très, très intéressant. Tout est beau, tout va bien. J'aurais pu prendre un cas où il y a des erreurs, mais je pense que c'était suffisant pour nos fins de prendre un cas où tout est bon. Ensuite, l'autre genre de truc que l'on peut faire
c'est vérifier, c'était quoi le numéro de version que l'auteur avait indiqué? L'auteur a indiqué 3.2 comme numéro de version, donc vérifier où est-ce que 3.2 figure dans tous les fichiers qui se trouvent dans le pactage. Donc, ça permet de voir, par exemple, est-ce que le numéro de version semble bon partout? Vous voyez que dans le fichier DTX, le numéro de version est bel et bien 3.2. C'est la même chose qui se retrouve dans le PDF, donc autrement dit dans la documentation. Le numéro de version apparaît à très peu d'endroits ici, mais tout semble bon. Un truc parfois, c'est de chercher le numéro de version précédent, voir s'il serait resté égaré quelque part. Vous voyez ici, il se trouve dans les notes de mise à jour à l'intérieur du fichier DTX, ce qui est quelque chose de tout à fait légitime. Il y a un autre petit utilitaire qui s'appelle Count Files, dont les messages sont en allemand. Je crois que c'est Eric Brown qui l'a fait. Qui compare le nombre de fichiers qu'il y a dans la contribution actuelle et au nombre de fichiers qu'il y a dans la version qui est déjà installée dans le système pour voir est-ce qu'il y a des nouveaux fichiers, combien de fichiers ont changé, ce genre de trucs. Vous voyez qu'il y a 4 fichiers tant dans la version actuelle, dans cette version qu'on est en train d'étudier, que dans celle qui existe déjà dans l'archive. Et les fichiers qui diffèrent, c'est quelque chose de normal, là. Le fichier DTX a changé. La documentation a changé. Donc, tout semble normal de ce côté-là. Alors ici, on va décréter que cette mise à jour est tout à fait valide. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter d'un répertoire et maintenant, on va installer cette mise à jour dans l'archive tech. Donc, on va utiliser un script qui s'appelle Citan install. On va dire qu'on veut remplacer ce qui se trouve dans le répertoire actuel, Miss Math, donc dans le répertoire Miss Math. Et là, je dois dire où se trouve dans l'archive tech cette contribution-là. En général, c'est sous macro, contrib, LaTeX, le nom de la contribution. Je ne le sais pas toujours par cœur. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans le catalogue. Et là, ici, je vais grossir le texte. Et ça, ici, est-ce que vous réussissez à lire, Denis, mais raisonnablement? C'est à peu près la même grosseur que la ligne de commande, donc ça va aller. C'est un peu plus pâle, mais ça va. C'est un peu pâle. Mais ça va, on peut lire, je pense. Ouais. Okay. Moi, je suis un utilisateur de Emacs. Alors, je vais aller dans le catalogue sous Entrée. C'est classé M et c'est Miss Math. Grossir le truc. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais vous voyez ici, Citan Path. C'est ici que j'ai le répertoire dans lequel le pactage est installé dans l'archive. Donc, c'est à cet endroit que je vais vouloir installer la contribution. Je fais ça. Citan install s'occupe d'un paquet de choses. Je ne sais pas je n'ai jamais étudié dans le menu détail tout ce que la commande fait, mais essentiellement, la contribution, elle est maintenant installée dans l'archive tech. Donc là, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de mettre à jour l'entrée du catalogue et d'envoyer le courriel. Alors, ici, je suis dans l'entrée du catalogue. La chose qui a changé, c'est le numéro de version et la date. Donc, on a pris le numéro de version 3.2 et la date, on est à 2025-10. Et là, on va 10-08, donc le 8 octobre. Je sauvegarde ceci. Et avant de faire un commit, là, de publier cette modification-là, je vais faire des validations. Au cas où j'aurais fait des erreurs à l'intérieur de l'entrée du catalogue, on va pouvoir faire un certain nombre de validations. Et ça se fait localement. Donc ici, dans un autre onglet de ma ligne de commande, je suis sur mon ordinateur local. Et ici, j'ai fait un petit script que moi j'appelle Citan Validate. Je mets le nom de la contribution. Le script va aller chercher dans le serveur de Citan les informations que l'on retrouve essentiellement dans le courriel.
va rouler un outil qui fait la validation. Et vous voyez, tout a été correct, il n'y a pas eu d'erreur. Donc, je peux présumer que ma modification du catalogue est adéquate. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer un autre script qui s'appelle, là, c'est un script que moi j'ai fait, Citan Acknowledge, qui permet de créer le courriel, le mail, qui dit à la personne « Ta contribution a été installée ». Il y a un certain nombre de validations qui sont faites de nouveau. Ça, ce n'est pas moi qui peux contrôler ça. Le fait qu'un certain nombre de validations qu'on a déjà faites précédemment sont refaites. Avant d'envoyer le courriel, je viens ici et je vais publier ma modification. Et on nous demande, on utilise une façon standardisée de faire le nom du pactage, mise à jour, donc update. Je publie. Et voilà, donc le catalogue est maintenant mis à jour. Le site a été mis à jour, on a publié les fichiers. J'ai mis à jour le catalogue. La mise à jour effective du site web pour que vous voyez les modifications, ça se fait une fois par heure, je crois. Je ne suis pas 100% sûr. Je crois que ça se fait à I40. Donc ici, on pourrait devoir attendre environ 35 minutes avant de voir la mise à jour faite bel et bien sur la page web. Mais autrement, tout est beau et je peux envoyer mon message à Antoine. Bon, lorsque je vois que c'est un francophone, ben, je remplace hello par bonjour, thanks for the upload, blablabla. Tout le message est standardisé. J'ai repris la formule du message de Petra ici. Donc, on fait toujours un petit peu de ménage dans le courriel. Et bingo, c'est envoyé. Voilà, j'ai terminé de traiter cette demande. Donc, ça ressemble essentiellement à ça. Vous voyez que c'est rien d'extrêmement compliqué. Ça peut parfois prendre du temps, surtout pour les nouvelles contributions. Mais ce que vous devez retenir, c'est surtout que c'est extrêmement manuel quand même. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes manuelles à faire. Et ce qui explique un peu pourquoi les mises à jour extrêmement fréquentes peuvent être un tantinet irritante parfois. Et c'est aussi ce qui justifie que quand les contributeurs suivent bien la documentation, bien évidemment, ça facilite énormément notre travail. Je crois, Denis, que j'avais 1 heure et que je suis sur le point de dépasser. Est-ce que tu me permets de continuer quelques minutes? Ah ben, bien sûr, d'autant que on a commencé un peu en retard, donc très volontiers. Puis je pense que tout le monde est demandeur. Très bien. Alors, donc, c'est peut-être pour tomber sur le volet un petit peu plus personnel, là, qui était, d'abord, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui me retrouve dans ce rôle-là? Ben, comme je le disais en introduction, c'est la portion la plus facile. C'est simplement parce que j'ai levé la main et j'ai dit, oui, OK, moi, je suis volontaire. Ça s'est passé, je suis allé au meeting TOG l'année dernière à Prague. Et entre 2 conférences, Eric Brown est venu à l'avant pour dire « Nous cherchons des volontaires pour Citan ». Et après la conférence, immédiatement après la conférence qui suivait, je suis allé le voir à la pause pour lui dire « Ben voilà, moi je suis volontaire ». J'avais trouvé ça très drôle parce qu'il est comme resté extrêmement surpris, l'air de dire « Ça a fonctionné si vite que ça, j'aurais jamais cru ». Et puis, à partir du moment où je me suis proposé, il semble qu'il n'y avait pas de grand système de validation, là, à savoir est-ce que j'étais une bonne personne ou non. Et on a accepté que je sois le contributeur. Et comme je le disais également dans le résumé, je pense que le fait que je sois sur un fuseau horaire différent leur faisait également très plaisir. Ensuite, pourquoi, ça c'est bon, ils ont accepté que je sois un contributeur, mais moi, pourquoi j'ai levé la main au premier chef et pourquoi Citan en particulier? Écoutez, comme vous pouvez le voir, aux poils que j'ai qui sont quand même assez blancs et à ceux que je n'ai pas, j'approche tranquillement de la retraite. Je crois que sur un horizon d'une dizaine d'années environ, je devrais prendre ma retraite. Je suis un peu dans un mode où je commence à penser à quel genre d'activité est-ce que je pourrais vouloir faire
une fois à la retraite. Je crois que la plupart, outre Éric, je crois que tous les autres membres de CETAN actuellement sont des gens à la retraite. Il me semblait que c'est quelque chose que je pourrais aimer faire à la retraite. Donc ça, c'est un élément important. Je trouvais que c'était une contribution qui m'intéressait puis que je pouvais intégrer à l'intérieur de mes tâches régulières de professeur. Mais également, puis c'est probablement la raison première, c'est vraiment une question de redonner à une communauté. Je l'ai dit, c'est depuis, donc ça fait maintenant 30 ans là, que j'utilise ce logiciel libre. Je suis également donc un contributeur du côté de R, qui est également du logiciel libre. Je n'utilise à peu près que des logiciels libres. Dire, ah ouais, ben, t'es sur un Mac, c'est pas d'accord, c'est le petit accro là. Donc c'est un mouvement dans lequel je crois et c'était surtout une façon pour moi de redonner à la communauté. Donc, c'est vraiment, vraiment l'élément le plus important. J'aurais pu aller du côté de Crâne. Il y a des équipes qui sont bien en place, qui sont plus jeunes également. Je ne pense pas qu'il y avait de besoin particulier de ce côté-là. Il s'est avéré que les premiers qui ont dit hey, on aurait besoin de quelqu'un, ça a été du côté de CETAN et ça m'a fait extrêmement plaisir de me porter volontaire. Alors, est-ce que c'est plaisant de faire ce travail-là? Ben, écoutez, je vais faire une comparaison avec le travail de prof. Est-ce que c'est plaisant être prof? Oui, c'est quelque chose que j'adore faire. Est-ce que c'est toujours plaisant? Est-ce que c'est toujours excitant et extraordinaire? Ben non, il y a un côté parfois répétitif. Renseigner la même matière à chaque année, ben, il y a un élément de répétition. Vous avez vu là, ce que je viens de vous montrer. Est-ce que c'est particulièrement excitant de faire la validation d'un pactage? Non, pas vraiment. Les premières fois, c'est un peu excitant. C'est quelque chose de nouveau. À un moment donné, ça devient un petit peu routinier. Mais comme pour l'enseignement, là où ça devient intéressant, c'est lorsque l'on peut véritablement aider des gens. Et ça arrive une fois de temps à autre. Quelqu'un qui a un peu de difficulté ou pour qui on peut proposer des améliorations. Et là, les gens sont vraiment, vraiment contents qu'on les accompagne et qu'on les aide. C'est également quelque chose de gratifiant, évidemment, de savoir que on rend un service à la communauté qui est important, je crois. Donc, un élément de gratification qui ne vient pas nécessairement, certainement pas en espèces sonnantes et trébuchantes, puis pas nécessairement très, très, très régulièrement, mais ce n'est pas grave. On le sait quand même qu'on rend un service qui est important. Alors, je pense que la principale gratification vient de ce côté-là. Puis, oui, c'est pour le côté geek de la chose, de voir derrière les rideaux, comment est-ce que les choses se font, comment est-ce que ça fonctionne et tout ça. Ben, moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Les petits scripts que j'ai montés pour faire une partie du travail moi-même sur mon poste de travail, pour automatiser un certain nombre de tâches sur mon poste de travail, ben, je ne vous cacherai pas que je me suis amusé là, quand même à faire ça. Donc, il y a certaines gratifications également qui viennent ici et là. Donc, au final, oui, c'est quelque chose que j'aime faire, puis c'est quelque chose qui me rend très heureux de pouvoir redonner à la communauté et venir en appui à la communauté. Puis en plus, ça permet d'avoir une langue différente parmi les membres des contributeurs. De l'équipe, plutôt. Alors, voilà, ça fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter. Je finis toujours par parler beaucoup plus longtemps que ce que j'avais pensé. Mais en tout cas, je suis grosso modo quand même dans les temps. J'espère que vous aurez trouvé l'exposé intéressant, que ça vous aura appris des choses. Peut-être que ça aura suscité des vocations. Auquel cas, si vous êtes intéressé à faire partie de l'équipe ou à contribuer d'une manière ou d'une autre, là, je vous ai montré le cas de la gestion des téléversements, là, mais on aurait besoin d'aide, évidemment, pour d'autres aspects. Alors, si vous avez de l'expertise, que ce soit en administration de système ou en gestion de site web pour être webmaster, en conception de site, parce qu'il y a une version 3.0 du site de CETAN qui est en construction depuis extrêmement longtemps, n'hésitez pas à lever la main et à nous faire signe. Ça nous fera assurément plaisir de faire appel à vos services. Sinon, je ne sais pas s'il y a une période de questions là, habituellement dans les exposés, mais je demeure à votre disposition si c'est le cas.